Bonjour à toutes et à tous. J'ai l'immense plaisir de vous rencontrer à nouveau pour discuter d'économétrie de série temporelle. L'année dernière, dans nos cours du Master 1, de la mention MBFA, nous avons en particulier traité les séries temporelles univariées. Et l'objectif ultime était d'identifier le processus générateur d'une série temporelle quelconque. Nous avons travaillé sur la série temporelle de l'indice de la Bourse de Paris, le CAC 40, et nous avons mobilisé pour cela l'algorithme de Boxon-Jenkins, qui est le fondement de la modélisation ARMA. Et puis, dans une extension, compte tenu de la volatilité des séries financières, et en particulier du CAC 40, nous avons étudié la modélisation Garch. Et donc, si vous voulez, la modélisation ARMA-Garch avait comme objectif ultime l'identification des processus générateurs de la série temporelle du CAC 40, mais avec le but suprême, si vous voulez, c'est la prévision de cette série temporelle, même s'il s'agit d'une tâche extrêmement difficile et complexe. Et donc, si vous voulez, lorsqu'on se situe dans un cadre univarié, c'est qu'on va faire appel à l'historique d'une série temporelle pour pouvoir explorer des chemins qui nous permettront à terme d'en faire la prévision. Mais dans la réalité des choses, d'abord, il n'y a aucune série temporelle qui n'interagit pas avec d'autres séries temporelles parce que nous sommes dans un système économique où les variables économiques interagissent entre elles et par conséquent, si je veux faire la prévision du CAC 40, me satisfaire de son propre historique par les processus ARMA et les processus des chocs qu'il a subis ne serait pas en mesure de me faire et de me garantir une prévision d'excellente qualité. Et par conséquent, je vais mobiliser d'autres séries temporelles qui décrivent le comportement dynamique d'autres variables qui peuvent m'aider à améliorer la prévision de ce CAC 40. Et donc, nous allons progressivement passer du cadre univarié, ça veut dire une seule série temporelle, vers un cas bivarié, ça veut dire deux séries temporelles, et c'est l'objectif de la leçon aujourd'hui, mais on peut aller vers un cadre multivarié où on va mobiliser plusieurs variables économiques pour expliquer et pour surtout prévoir une autre variable. Je répète, l'analyse multivariée consiste à mobiliser, à utiliser plusieurs variables pour prévoir une autre. Et donc, nous avons un ensemble de variables et l'idée serait d'aller découvrir les relations possibles pouvant exister entre ces variables. Et donc, si on arrive à trouver ces relations, on arrive à identifier les liens pouvant exister entre des variables, on peut en améliorer la prévision. Et donc, nous nous situons dans la continuité de l'analyse univariée, mais on veut encore améliorer notre champ des possibles en élargissant notre système d'information par le simple fait d'intégrer d'autres variables qui peuvent être liaisons avec la variable analysée. Et donc, comme je vous ai dit, dans un objectif purement pédagogique, dans un objectif purement didactique, je vais commencer par, avant d'aller vers une analyse multivariée, on va faire appel à plusieurs variables. Je vais commencer par l'analyse de deux variables. Les variables que nous allons analyser aujourd'hui, c'est l'indice de la Bourse de Paris, le CAC 40, et l'indice de la Bourse de Francfort, l'indice allemand, le DAX.
Et donc, on va faire une analyse bivariée. C'est un cas particulier de l'analyse multivariée parce qu'il s'agit de deux variables. Et donc, au fait, je vais partager avec vous mes slides. Donc, si vous voulez, premièrement, avant de commencer cette nouvelle leçon, il faut rendre hommage aux deux grands scientifiques qui ont apporté une contribution majeure à l'analyse multivariée, en particulier M. Cliff Granger, qui a eu le prix Nobel en 2003 avec Robert Engel, que vous connaissez dans le cadre de la modélisation Garch, et M. Christopher Sims, qui a introduit la modélisation vector-autorégressive et qui a eu le prix Nobel en 2011 en continuité du prix Nobel de Cliff Granger, qui a principalement travaillé sur la notion de la co-intégration. Et donc, rappelez-vous, la co-intégration, le modèle VAR, la causalité au sens de Granger, ce sont des concepts que nous avons mobilisés souvent pour analyser et pour appréhender les relations qui peuvent exister entre plusieurs variables économiques et donc dans le cadre de l'analyse multivariée. Mais au préalable, j'ai ici un graphique qui représente l'évolution au cours du temps de ces deux indices, l'indice CAC 40 de la Bourse de Paris et l'indice DAX de la Bourse allemande. Et plusieurs étudiants me disent monsieur, nous avons des difficultés à passer à aller récupérer des données, par exemple, sur le site Yahoo Finance et de créer un fichier sur OViews. Et par conséquent, je vais prendre un peu de votre temps. J'espère que vous allez être suffisamment patient pour introduire sur le plan purement informatique comment amener un fichier de format Excel formé et un fichier sous format OViews qui va nous permettre de faire cette analyse de la relation entre le CAC 40 et le DAX. Ensuite, dans un deuxième temps, comme on en a déjà parlé l'année dernière, c'est que il y a dans ce comportement des deux séries temporelles, il y a des irrégularités, il y a des fluctuations à la hausse et à la baisse. Et nous avons dit l'année dernière qu'il s'agit principalement d'une non-stationnarité, et sa stationnarité est de nature stochastique. Et donc, nous avons parlé de la notion de racine unitaire. Donc, je vais encore une fois, pour vous rafraîchir la mémoire, analyser la stationnarité du CAC 40 et la stationnarité du DAX. Et lorsqu'on aura bien analysé et identifié le caractère stationnaire ou non stationnaire de ces deux séries temporelles, on peut faire une analyse. D'abord, on va faire une analyse dans le cadre du modèle VAR. On va analyser la causalité de Granger, les fonctions de réponse impulsionnelle et la décomposition de la variance de l'erreur de prévision. Et donc, dans un deuxième temps, nous allons introduire la notion de la co-intégration et du modèle à correction d'erreur. Bien. Donc, comment on peut construire un fichier sur OViews? Donc, vous avez le fichier OViews installé sur votre écran d'ordinateur. Vous cliquez dessus et il y a une boîte de dialogue qui va s'ouvrir. Et là, vous allez voir écrit « Create a new OViews workfile ». Donc, on va créer un nouveau fichier d'OViews et on va cliquer dessus. Et on aura la boîte de dialogue suivante. Et dans cette boîte de dialogue, la première chose qui doit vous attirer votre attention, c'est Date Specification. Et au fait, on va spécifier les données. Et donc là, c'est la fréquence de nos données. Donc, soit c'est la fréquence annuelle, soit c'est la fréquence quarterly, ça veut dire trimestrielle, soit c'est monthly, soit c'est weekly, ça veut dire hebdomadaire. Et nous, en finance, on travaille sur des données journalières, mais dans
5 jours par semaine parce que la bourse, il ferme le samedi et le dimanche durant le week-end. Et donc, en fait, la semaine est composée de 5 jours ouvrables. Et donc, on va sélectionner en fréquence, c'est la fréquence journalière, mais avec une semaine de 5 jours. Et donc, deuxième chose à savoir, c'est lorsque vous voulez introduire le début, la date de début de votre échantillon et la date de la fin, il faut toujours avoir le réflexe de faire le mois, le jour et l'année. Par exemple, ici, c'est le mois 2, c'est février, et ça, c'est le 1er février 2007, et mon échantillon, il va aller jusqu'au 24 septembre 2021, parce que pour les anglo-saxons, ils disent February the 1st, hein, OK, et September the 24th, OK. Et donc, en fait, pour eux, c'est d'abord le mois, puis le jour, puis l'année. Oui, parce que ça pose des problèmes lorsqu'on veut créer un nouveau fichier de données. Et donc, lorsque vous aurez spécifié la fréquence de vos données, entrez les dates de votre fichier, que vous avez déjà un fichier Excel, et donc vous cliquez sur OK, et là, vous avez créé un fichier de données à 3822 observations, OK? Et donc, on va le laisser en attente. Et on va revenir, on va aller vers le fichier, notre fichier Excel qui nous attend là où il y a les données. Et donc, les données, peut-être on les a extraites sur une base de données ou peut-être elles sont disponibles sur le site Yahoo Finance. Nous avons déjà fait ça dans les travaux dirigés l'année dernière, comment aller chercher des données financières sur le site de Yahoo Finance. La première remarque, c'est que le Oviews, il n'accepte pas les virgules, alors que les données qui figurent sur le fichier Excel, il contient des virgules. La première chose à faire, il faut remplacer les virgules par des points. Et après, vous allez copier le fichier on va copier le copier puis coller sur le fichier ouvert sur Oviews. Et donc, le fichier que je viens d'ouvrir, il est là. Qu'est-ce que je vais faire? J'arrive ici, je clique sur Quick. Ensuite, je vais cliquer sur Empty Group. Ça veut dire Edit Series. C'est pour me permettre d'accueillir les données que je viens de copier. Je vais comment dirais-je? Je vais les amener de Excel vers mon fichier Oviews. Et donc, Quick, Empty Group. Et après, je vais faire un collage. Donc, je vais faire un collage sur comment dirais-je, sur le nouveau fichier que je viens de créer. Je fais copier-coller, tout simplement, hein, copier-coller. Et donc, si vous voulez le faire comme j'ai l'habitude de faire, parce que chacun a sa méthode. Moi, qu'est-ce que je fais? J'arrive ici, je clique sur la première cellule et puis je fais clic droit. Clic droit, je fais passe spécial, donc c'est un collage spécial. Et après, je récupère les données sur un nouveau fichier. Et ce que je fais, c'est que le série 01, c'est mon CAC 40. J'arrive ici et je vais faire un clic droit dessus. Et je vais lui donner un nom. Donc, il y a rename, donner un nom à la série 1. Et pour nous, c'est le CAC 40. Et donc, là, nous avons notre fichier de données Oviews sur le CAC 40. Et je veux, par exemple, faire une représentation graphique. Donc, je vais faire un clic droit. Je vais faire Open. Je vais ouvrir le fichier. Et j'arrive ici. Je vais faire View et il y a une boîte de dialogue qui va s'ouvrir. C'est la boîte de dialogue, il y a Graph, je clique sur Graph et j'ai ici, je vais prendre les choses les plus simples. Donc ici, vous avez Basic Type et vous avez Line and Symbol et vous cliquez sur OK et donc vous avez la représentation graphique de votre variable et en l'occurrence pour nous, c'est le CAC 40. Donc là, on a amener un fichier Excel, on l'a intégré dans notre logiciel Oviews et là, on peut commencer à faire notre analyse économétrique. Alors, nous avons déjà dit l'année dernière que pour les séries financières sont très volatiles
Et donc, pour stabiliser la variance, la première chose qu'on fait d'habitude, c'est qu'on va faire une transformation logarithmique. Et donc, j'arrive ici sur la partie commande, ici, et je vais écrire generate. L, c'est pour le symbole, enfin, pour parler de logarithme, L CAC 40, est égal à log de CAC 40 entre parenthèses, et je fais entrer. Et donc là, vous voyez que je viens de créer la transformation logarithmique du CAC 40. Et ce que je vais faire pour voir un peu ce qu'il fait cette transformation, c'est que je vais sélectionner le CAC 40 et le logarithme du CAC 40. Je fais clic droit, Open as a group, et donc j'aurai ici le fichier de données et je vais faire je clique sur graphe, mais là, comme il y a une échelle logarithmique et l'autre l'échelle initiale, il faut que je présente les deux, le CAC 40 et sa transformée logarithmique sur deux axes verticaux qui ont des échelles différentes. OK? Et donc, ce que je fais, je clique ici sur Axis and Scaling. Et ici, vous avez ici immédiatement, vous avez left, right. Et donc, en fait, je vais aller cocher right. Je coche ici right. Et ici, je vais cocher overlap scale. Ça veut dire les deux échelles, ils vont, comment dirais-je, ils vont se mélanger, ils vont s'imbriquer. Et par conséquent, ici, vous avez dual axis scaling. Ça veut dire on a deux échelles, on a deux axes. Et par conséquent, on va obtenir la représentation graphique que vous voyez. Donc là, c'est le CAC 40 traditionnel, l'échelle traditionnelle du CAC 40 qui va d'une valeur faible de 2000 et quelques points jusqu'à 7000, environ 7000 points. Et là, lorsque je fais la transformation logarithmique, c'est l'échelle de gauche. Mon CAC 40, il va de 7,8 jusqu'à, on va dire, 8,8. Et donc, vous voyez l'écart qui est réduit. On a pu stabiliser la variabilité du CAC 40. OK? Donc, rapatrier, amener un fichier de Excel vers Obviews, créer le fichier Obviews. Et là, on vient de faire la transformation logarithmique et on vient de voir la représentation graphique. Et on voit très bien que la transformation logarithmique, c'est vrai qu'elle écrase la variance, il va stabiliser la variance, il va amoindrir la variabilité et la volatilité et la variance de la série temporelle du CAC 40, mais sans pour autant changer les caractéristiques stochastiques parce que vous voyez que le comportement des deux séries temporelles est quasiment le même. Donc, une fois avoir fait ça, nous allons déployer le test de racine unitaire. Et nous, le test qu'on utilise de premier choix, c'est le test le plus largement utilisé en économétrie empirique, c'est le test de Dickey-Fowler. Donc, dans une première partie, je vais vous présenter ce qu'on appelle la stratégie séquentielle, parce que comment on va effectuer le test de racine unitaire. Et dans une deuxième partie, on va essayer d'implémenter sur Obviews avec des données journalières qui vont de 90 à 2019, c'est-à-dire sur un échantillon de données de plus de 7000 points. Alors, si vous voulez, je vais faire un rappel très court et très bref. On a déjà vu ça l'année dernière au Master 1, mais c'est toujours bien de rappeler, de rafraîchir la mémoire. Je disais l'année dernière que, en fait, la stratégie du test de Dickey-Fowler, il est basé sur l'estimation par la méthode des moindres cas ordinaires de 3 modèles AR1. De 3 modèles AR1. Parce que même le concept de racine unitaire, ça veut dire la racine du polynôme de retard est égale à 1. Voilà ce que ça veut dire la racine unitaire, la racine unité. Et donc, si je veux travailler sur des modèles AR1, on a trois possibilités. Donc, soit vous avez un AR1 qui contient que le phi 1 qui est, donc phi 1 égale à 1, ça veut dire on a une racine unitaire. Soit on a un modèle qui contient la racine unitaire, c'est le phi 1, mais il y a en plus une constante. Soit on a un modèle beaucoup plus général qui contient à la fois une racine unitaire, ça veut dire dans ce cas phi 1 sera égal à 1, une constante, mais en plus il y a une tendance
bon, il y a qui évolue au cours du temps et le B, c'est le coefficient de cette tendance. Donc, si vous voulez, ces trois modèles peuvent capter le comportement de la majorité des séries temporelles selon des key-followers et c'est vérifié dans la réalité empirique. Donc, si vous voulez, on a commencé, ça c'est la première proposition de Key-Fowler, mais nous, en économétrie, nous avons l'habitude de tester la nullité de paramètres. On n'a pas l'habitude de faire des tests statistiques pour tester phi 1 égale à 1. On a plutôt l'habitude de tester bêta e égale à 0 et tester la nullité de paramètres, ça veut dire tester sa significativité. D'accord? Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'au lieu de tester la racine unitaire en testant phi 1 égale à 1, on va essayer de faire comment dirais-je, de faire une reparamétrisation. Et comment on va faire cette reparamétrisation? C'est tout simplement, on va soustraire YT-1 du côté gauche et du côté droit de l'égalité. Et donc ici, YT moins YT-1, ce n'est que la différence première de YT. Et ici, on va factoriser par YT-1 et on va obtenir phi 1 moins 1, phi 1 moins 1 égale à facteur de YT-1. Et donc, si vous voulez, on utilise le même modèle à la régression, mais si au lieu de tester phi 1 égale à 1, on va tester phi 1 moins 1 égale 0. Et phi 1 moins 1 égale 0, ça tombe sur le cadre standard de test de la significativité d'un paramètre. Et donc, si vous voulez, on va avoir une reparamétrisation des trois modèles. Et donc, on va avoir le premier sans tendance, sans constante, le deuxième avec une constante et le troisième avec une constante et tendance. Et donc, si vous voulez tester à hypothèse nulle phi 1 égale à 1, revient tout simplement à tester cette quantité phi 1 moins 1 égale à 0. Et donc, on aura un test statistique qui est le phi 1 chapeau moins 1 qui divise son écart type. Ça, c'est une statistique de student standard. Sauf, comme on a montré l'année dernière, que les valeurs critiques ne sont pas les valeurs critiques standards d'un test de student, parce que la valeur critique, c'est toujours 1,96 à 5%. Mais là, des Key-Fowler, ils ont tabulé de nouvelles valeurs critiques qui vont nous permettre d'accepter ou de rejeter l'hypothèse nulle de la présence d'une racine unitaire. Et la règle de décision étant toujours que le T de student calculé en valeur absolue, il doit être supérieur à la valeur critique. Et dans ce cas, on va accepter l'hypothèse de la racine unitaire. D'ailleurs, tous les logiciels, Obvious, Stata, qu'on utilise en économétrie, ils donnent les racines unitaires, ils donnent les valeurs critiques. Nous n'avons même pas besoin d'aller voir sur les tables qu'ont présenté Duque et Fowler. Et donc, en fait, ici, si vous voulez, si on accepte H0, ça veut dire qu'il y a bien une racine unitaire de la structure de la série temporelle, et donc la série temporelle, elle est non stationnée. Alors, si vous voulez, la question qui se pose, quel modèle choisir? Nous avons trois modèles, mais lorsque vous avez une série temporelle, la première question, vous dites, alors, cette série, je vais la modéliser par un modèle 1 ou par un modèle 2, par un modèle 3. Donc, il doit y avoir une stratégie, si l'on veut dire, qui va nous permettre de choisir le modèle optimal pour effectuer ce test de Key-Fowler. Alors, ce qui a été proposé, c'est de faire une stratégie séquentielle. Et l'idée de la stratégie séquentielle est très simple. On commence par le modèle le plus global, le plus large, le plus général, c'est le modèle 3. Et on passe au modèle moins général, c'est le 2. Et le modèle le plus simple, ça veut dire le modèle 1. Et donc, si vous voulez, on commence d'abord par tester la racine unitaire dans le cadre du modèle 3. Ensuite, on va tester la significativité du coefficient de la tendance. Si ce coefficient n'est pas significativement différent de 0, on va rejeter le modèle 3, on passe au modèle 2. Et là, on va tester la significativité du coefficient de la constante.
Si ce coefficient n'est pas significativement différent de 0, on va passer au modèle 1 et c'est dans ce modèle qu'on va tester la racine unitaire. D'accord? Et ça, c'est la stratégie séquentielle. Mais, si vous voulez, sa stratégie séquentielle a donné naissance à de nouvelles valeurs critiques parce que là, non seulement il faut avoir des valeurs critiques pour rejeter ou accepter l'hypothèse nulle de racine unitaire, mais il faut avoir des valeurs critiques pour analyser la significativité du coefficient de la tendance et du coefficient de la constante. Et donc, encore une fois, Dickey Fowler, ils ont fait des simulations et ils nous ont permis de disposer de valeurs critiques pour les deux, pour le modèle 3 et le modèle 2. Donc, pour le modèle 3, la valeur critique à 5% pour un échantillon très large, il est de 2,78, alors que la constante il est de 3,08. Par contre, dans le modèle 2, le paramètre, enfin, la valeur critique de la constante s'élève à 2,52 pour un échantillon très large. Et donc, au fait, à chaque fois, lorsqu'on va avoir des valeurs de ces paramètres pour tester leur significativité, on va les comparer à ces trois valeurs critiques. Le test de Dickey-Fowler qui est basé sur la méthode, l'estimateur des moindres cas ordinaires, est basé sur l'hypothèse que le bruit, sur laquelle le bruit est blanc. Ça veut dire le epsilon, le résidu de ces équations de régression qui constituent le modèle de Dickey-Fowler. Les epsilon t, c'est un bruit blanc, c'est un processus indépendant et dynamiquement distribué, ça veut dire IDD. Mais si vous voulez, cette hypothèse, elle est rarement vérifiée, en particulier dans les séries financières, parce que les séries financières montrent toujours une très très forte autocorrélation et par conséquent cette forte autocorrélation, on va la retrouver dans le résidu. Et donc, Monsieur Dickey-Fowler, Monsieur Dickey et Monsieur Fowler, après les critiques, ils ont dit oui, d'accord, vous avez raison, il y a une très forte autocorrélation des résidus, il faut la corriger. Et donc, ils l'ont corrigé dans un nouveau modèle qu'ils ont introduit en 1981 par le rajout de retard de la valeur endogène. Il a dit, bien sûr, il y a d'autocorrélation, pour la corriger, on va rajouter des retards. Et donc, on va augmenter le modèle de Dickey-Fowler de base, le premier, qui a été introduit en 1979, on va l'augmenter par des retards dont l'objectif, c'est de blanchir le résidu, ça veut dire en corriger l'autocorrélation. Et donc, on a obtenu ces trois nouveaux modèles. Et donc, qu'est-ce qu'on a rajouté ici? On a rajouté les retards de la variable endogène. Donc, vous avez ici delta xt, et là, vous avez, si g égale à 1, c'est delta xt moins 1, g égale à 2, c'est delta xt moins 2, g égale à 3, c'est delta xt moins 3, et jusqu'au retard p, ça veut dire c'est delta xt moins p, jusqu'à un ordre p. Donc, on va ajouter peut-être un retard, peut-être 2, 3, 4, etc. Et donc, le fait de rajouter ce retard, ça nous permet d'effectuer une correction paramétrique de l'autocorrélation des résidus. Et donc, on va retomber dans le cadre standard. Ça veut dire nous avons le modèle 3, le modèle 2, le modèle 1. C'est juste, on va rajouter ce que j'ai entouré en bleu ici. C'est juste un terme pour corriger l'autocorrélation, mais on reste dans le cadre de ces trois modèles. Et donc, le test se passe comme ce qu'on a présenté avant. Donc, je vais revenir vers notre série temporelle du CAC 40, laquelle nous avons transformée en logarithme. Donc, maintenant, c'est LCAC 40. Et donc, ici, j'ai mon échantillon de données, mon fichier. Donc, ce que je vais faire, je vais cliquer ici sur View. Je clique sur View. Après, j'aurai à voir ici Unit Test.
Et ici, je vais faire le standard. Ça veut dire le standard, c'est les tests de racines unitaires standards. Après, il y a des racines unitaires qui vont intégrer les ruptures structurelles et qui vont intégrer la saisonnalité. Mais bon, nous, on va rester simple parce que, je le dis toujours, la simplicité, c'est une vertu. Et donc, on va utiliser le test le plus simple, ça veut dire le Dickey-Fuller. Et donc, j'ai la boîte de dialogue ici. Donc, ici, vous avez unit root test. Vous avez augmented Dickey-Fuller. Ici, c'est level, ça veut dire c'est la série brute. Le level, c'est toujours la série brute. On a, à part la transformation logarithmique qui modifie rien dans son comportement stochastique, on a touché à rien. Et donc, la série, elle est à l'état brut, ça veut dire c'est level, au niveau. En français, on dit au niveau. Et donc, le modèle le plus général, c'est trend intercept, c'est le modèle 3. Il y a une tendance, il y a une constante. En anglais, constante, ils appellent intercept. Et donc, ici, là, vous avez lagland, ça veut dire les retards qu'il faut inclure dans l'estimation. Et donc, si vous voulez, dans les modèles que je viens de présenter ici, il y a un retard P. Mais comment définir un P? Est-ce qu'il s'agit d'un retard 1, d'un retard 2, d'un retard 3, d'un retard 4? Et donc, naturellement, la question qui se pose, c'est comment sélectionner le nombre de retards. Et donc là, par défaut, lui, le logiciel, il m'a mis Schwarz Information Criterion. Donc, il a déjà pris le critère de Schwarz. Il m'a fixé un nombre de retards, nombre de retards de 35. Donc, parmi les 35 retards, je vais sélectionner le nombre de retards optimal. La question qui se pose, c'est quel critère choisir? Parce qu'on a le critère d'Akaek, on a le critère d'Ananquil, le critère de Schwarz, on a d'autres critères. Et donc, si vous voulez, le critère, le choix, il est basé sur des critères d'information, mais sur quel critère sera basé ce choix de ce critère? Voilà, si vous voulez. Alors, si vous voulez, modestement, j'ai une petite expérience de les séries temporelles. Moi, lorsque j'ai un échantillon qui a une taille très, très large, et en l'occurrence ici, nous avons 7730 données, je choisis toujours le critère de Schwarz, qui est un critère beaucoup plus exigeant, qui va pénaliser le nombre de retards élevés. Il va avoir tendance à sélectionner le nombre le plus bas de coefficients à estimer, c'est-à-dire le nombre de retards, et par conséquent, ça respecte le principe de parcimonie. Par contre, lorsque vous avez un échantillon, ça c'est juste une remarque et je l'ai noté NB, lorsque vous avez un échantillon de taille réduite, et en général, si vous avez des données annuelles et des données trimestrielles, vous avez 30, 40, 60, 120. Donc, au fait, il ne faut pas, si vous prenez le Schwarz, il va falloir sélectionner un nombre de retards très, 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 très réduit. Et peut-être même il va sélectionner 0. Et dans ce cas, peut-être vous aurez encore des problèmes d'autocorrélation des résidus. Dans notre cas, on n'a pas ce problème. On a un échantillon très large. C'est le cas dans les séries financières en général. Donc, le Schwarz, il nous convient parfaitement. Il va nous sélectionner, on va le prendre comme critère d'information pour sélectionner le nombre de retards. Et n'oublions pas, c'est que ce nombre de retards, c'est lui qui va nous permettre de faire le test d'équivaleur augmenté. Et donc, je prends le modèle 3. Donc là, vous voyez le modèle 3. Donc, c'est trend d'intercept. Je le dis dès maintenant, le modèle 2, il n'y a que intercept, il n'y a que la constante. Et le modèle 2, il n'y a que intercept. Et le modèle 1, il y a non, il n'y a rien, ni tendance, ni constante. Alors, ici, nous avons la sortie de Obvious sur, donc ici, vous avez le test Augmented Dickey-Fuller Unit Rest en log du CAC 40. Donc, c'est ça le modèle, c'est celui-là. Et donc, vous avez le rho ici, c'est celui-là, c'est LCAC-1, c'est XT-1. Vous regardez, vous avez des dependent variables. Le D chez Obvious, c'est le delta, c'est la variation. C'est la variation. Et donc, vous avez le D du CAC qui est égal au CAC T-1. Vous avez la constante, elle est ici. Vous avez le trend. D'accord? Et ensuite, tout ça, ce sont les retards. 5 retards. Donc, je l'ai repris pour mettre un peu de couleur pour que ça soit visible à l'œil nu. Donc, vous avez
l'hypothèse nulle, c'est que le CAC a en logarithme une racine unitaire. Les exogènes, ça veut dire qu'est-ce qu'on a rajouté de plus comme composante déterministe. On a une constante et on a une tendance. Et ici, ce qui est intéressant, c'est que le retard sélectionné par le critère de Schwartz, donc c'est 5. Donc vous avez la length, le nombre de retards, c'est 5, qui a été choisi automatiquement based on Schwartz Information Criterion. Et donc, on a ça. Ensuite, vous avez la statistique du test, la statistique du test d'Augmented Fowler. Ici, vous avez les valeurs critiques à 1%, à 5%, à 10% qui ont été tabulées par Dickey et Fowler. Et donc ici, si vous voulez, c'est immédiatement, on veut prendre une décision, quoi. Comment on va lire cela? C'est que vous avez la testat 1,96, il est largement supérieur à sa valeur critique, moins 3,41. Et donc, H0 est accepté, ça veut dire qu'il y a présence d'une racine unitaire. Ou bien, dit autrement, on peut se satisfaire à la lecture de la probabilité. Donc, on peut dire que la probabilité, c'est 0,6188. Il est largement supérieur à 0,05 et donc H0 est accepté. D'accord? Mais n'oublions pas que nous sommes dans le cadre de la stratégie séquentielle et par conséquent, est-ce que le modèle 3 est le bon modèle dans lequel on peut effectuer notre test ou bien c'est plutôt le modèle 2 ou peut-être le modèle 1? Et donc, si vous voulez, on va revenir à ce qu'on a dit tout à l'heure. On va immédiatement analyser la significativité du coefficient de la tendance. Dans ce cas, s'il est significatif, c'est le bon modèle. S'il n'est pas significativement différent de 0, on va passer au modèle 2. Et bien justement, la statistique des coefficients de la tendance s'élève à 1,218218. Il est inférieur à la valeur critique qu'on a présentée dans la table du slide précédent qui s'élève à 2,78. Et donc, l'hypothèse de la nullité du coefficient est donc acceptée parce que H0, c'est toujours le bêta I égale à 0. Et on va calculer le testat, on va le comparer à la valeur critique. Lorsque c'est inférieur, ça veut dire que l'hypothèse de nullité du coefficient est acceptée. Et donc, dans ce cas, le coefficient de la tendance n'est pas significativement différent de 0. Donc, ce n'est pas le bon modèle. On va passer au modèle 2. Et donc, au fait, là, nous avons le modèle 2. Il a encore une fois, on ne change rien. C'est juste, on va cocher intercept pour dire qu'il s'agit bien du modèle 2. Il n'y a qu'une constante en plus de la racine unitaire qu'on veut tester. Et là aussi, si vous voulez, si je veux parler de, comment dirais-je, du test, donc le test, vous avez moins 1,56 largement supérieur à la valeur critique à 5% moins de 86. Donc H0 est accepté, il y a bien une racine unitaire, ou bien la probabilité s'élève à 0,4996, il est largement supérieur à 0,05. Donc l'hypothèse de racine unitaire est acceptée. Mais est-ce que c'est le bon modèle? Et donc, pour voir est-ce qu'il s'agit du bon modèle ou pas, nous allons faire la même chose que ce qu'on a vu précédemment, ça veut dire au niveau du modèle 3. On va aller tester la significativité des coefficients de la constante et on voit que le testat de ce coefficient de la constante s'élève à 1,615209. On va calculer par rapport à la valeur critique et on voit très bien il est largement inférieur. Par conséquent, H0, l'hypothèse de la nullité, il est accepté. Et donc, on peut dire que le coefficient de la constante n'est pas significativement différent de 0. Par conséquent, le modèle 2 est rejeté. Et donc, nous allons tester la racine unitaire dans le cadre du modèle 1. Et donc, le modèle 1, voilà, c'est juste, je vais cocher non, pas de constante, no trend, no intercept. Et donc, là aussi, vous voyez, là, ça, c'est l'équation qui exprime l'équation du test Dickey-Fowler. Donc, il y a que les retards pour corriger l'autocorrélation et il y a la racine unitaire qu'on teste. Donc, là aussi, vous avez exogenous non, il n'y a rien. Le retard, c'est toujours 5 qui a été sélectionné selon le critère de Schwartz.
Et donc ici, vous avez le T-stat 0,99 supérieur à la valeur critique à 5%, moins 1,94, donc H0 accepté, ou bien vous avez la probabilité, et s'élève à 0,9157, par conséquent, H0 est accepté. Donc il y a bien une racine unitaire, et donc, si vous voulez, il y a une racine unitaire. C'est le modèle 1 qui est le meilleur modèle parce qu'on a éliminé de façon séquentielle le 3 puis le 2. Et donc, on peut conclure que le processus générateur de la série temporelle du CAC 40 est ce qu'on appelle une marche au hasard pure random walk. That is a pure random walk. Pas de constante, pas de tendance. Et donc, racine unitaire, éliminer la racine unitaire qui donne une tendance, qui confère une tendance stochastique à la série temporelle du CAC 40. On va faire appel au filtre de la différence première. Ça veut dire on va régresser le CAC 40 à l'instant T par le CAC 40 à l'instant T moins le CAC 40 à l'instant T moins 1. Et comme ça, on aura éliminé la tendance stochastique qui résultait de la présence d'une racine unitaire dans la structure de la série du CAC 40. Et donc, au fait, pour conclure sur l'analyse de la stationnarité du CAC 40, on a conclu que that is a pure random walk, c'est une marche au hasard pure. Et donc, au fait, la variation du CAC 40 va être un processus aléatoire epsilon, et c'est cet epsilon qu'on va modéliser. Qui va être modélisé, ce qu'on a fait l'année dernière par les modèles ARMA et les modèles Garch, et ce n'est pas l'objectif du cours d'aujourd'hui, mais plutôt c'est d'aller analyser le lien entre le CAC 40 et le DAX, mais dans une première partie, il faut absolument, j'ai toujours dit que le degré zéro de l'économétrie, c'est le test de racine unitaire. Si vous ne testez pas la stationnarité, vous ne faites pas de l'économétrie de série temporelle. Et donc, d'abord, on teste la stationnarité et ensuite, on va choisir la modélisation qui va nous permettre d'appréhender la dynamique de la relation entre les variables d'un système économique donné. D'habitude, en général, on le fait, c'est bien de le faire pour vérifier, parce que bon, les tests, ils peuvent ne pas avoir suffisamment de puissance et de façon erronée nous induire en erreur et dire qu'il s'agit d'une racine unitaire alors ce n'est pas le cas. Donc, pour en avoir le cœur net, on va vérifier. Donc, comme on a dit que l'élimination de la racine unitaire se fait par le filtre différence première, maintenant, nous allons appliquer le test de racine unitaire de Kiefoller. On va l'appliquer sur la différence première, mais c'est plus sur la série brute, ça veut dire L-level. Et donc, si on arrive à prouver qu'il n'y a pas de racine unitaire sur la différence première, ça veut dire que notre test il est valable et donc il y a bien une racine unitaire. Et donc ici, dans ce slide, on va prendre le premier modèle. Donc, vous voyez l'hypothèse nulle, la variable qu'on analyse, c'est la différence première. Ce n'est plus la série brute, ça veut dire la série au niveau et level. Et donc, on va prendre exogenous, constant linear trend. Ici, on va prendre le modèle 2. Ici, le modèle 1. Et vous voyez que le retard, comme on a fait une différence, il y a un retard qui est parti. Donc, au lieu d'avoir 5, on a 4. Et là, à chaque fois, regardez la probabilité 0, 0, 0. Et donc, les trois modèles, le 3, le 2 et le 1, qui représentent le test de Kiefoller appliqué à la différence première du CAC 40, révèlent la nature stationnaire de cette différence première. Et par conséquent, ça confirme notre conclusion de tout à l'heure, selon laquelle le CAC 40 contient dans sa structure une racine unitaire et il est donc non stationnaire. Donc, là, pour conclure sur cette première section, la série temporelle du CAC 40 transformée en logarithme contient dans sa structure une racine unitaire. Il s'agit d'une tendance stochastique qu'on peut éliminer en faisant appel au filtre différence première. Et on obtient donc la différence des logs du CAC 40 qu'on appelle le taux de variation de croissance. Parce que lorsque vous faites une variable l'instant t moins une variable l'instant t moins 1, c'est le taux de variation, ou bien le taux de croissance. Mais comme nous sommes dans le cadre d'une série temporelle financière,
La différence première en logarithmique correspond à ce qu'on appelle les rendements de l'indice, et donc les rendements ils sont stationnaires. Et une remarque, c'est que toute la majorité des séries temporelles des indices boursiers, en particulier les matières premières comme le pétrole et autres, sont souvent des marches au hasard pur, du pur random walk. Ça veut dire, au fait, ils n'ont pas dans leur structure ni de constante ni de tendance déterministe. Alors, dans une deuxième partie, je vais analyser la stationnarité du DAX. Alors, comme on a fait tout à l'heure, c'est la même procédure. Nous allons, comment dirais-je, faire la transformation logarithmique, d'accord, pour stabiliser la variance. On va choisir directement le modèle 1 parce que c'est le même, je viens de le dire, que la majorité des séries financières correspondent à des marches au hasard pur. Et donc, on va choisir le modèle 1 pour tester la stationnarité en suivant la même procédure que celle qu'on vient d'appliquer sur l'indice CAC 40. Et donc, en fait, vous voyez très bien que l'hypothèse nulle, c'est le DAX, son logarithme, il a une racine unitaire. Ici, on n'a pas pris de valeur de composante déterministe, donc il y a ni constante, ni constante, ni tendance déterministe. Et ici, le critère de Schwartz, il a sélectionné un retard de 0. Alors, en fait, lorsqu'on a un retard de 0, ça veut dire que c'est le test d'équivaleur simple. Ça veut dire qu'on n'a pas de besoin de retard pour corriger l'autocorrélation. Et ce qui nous intéresse ici, c'est que vous avez le testat du test de d'équivaleur. Il est supérieur à la valeur critique à 5%, de moins 1,94. Donc, H0 est accepté, ou bien on peut dire que la probabilité s'élève à 0,97 et par conséquent, le H0 est accepté. Et donc, les résultats mettent en évidence la présence d'une racine unitaire dans la structure du DAX et pour l'éliminer, nous faisons appel au filtre de différence première. Voilà, si vous voulez. Et donc, cette première étape de l'analyse de la stationnarité des deux variables nous permet de conclure que puisqu'on s'intéresse à l'analyse de la relation entre le CAC et le DAX, que nous avons commencé d'abord par on analyser la stationnarité. Conclusion, les deux séries temporelles du CAC 40 du DAX, ce sont deux séries temporelles qui contiennent de leur structure une racine unitaire et nous avons éliminé cette racine unitaire par une différence première. Et maintenant, on va commencer à modéliser le lien entre le CAC et le DAX. Alors, si vous voulez, pour des raisons purement pédagogiques, je vais commencer par présenter la modélisation VAR, vecteur autorégressif. Je vais présenter la causalité de Granger, la fonction de réponse intuitionnelle et la variance la décomposition de la variance de l'erreur de prévision. Et dans un deuxième temps, je vais revenir vers le concept de co-intégration introduit par Granger et faire le lien avec le modèle VAR à travers le modèle à correction d'erreur. Donc, d'ici là, je vous dis bonne journée et à bientôt. Au revoir.